ou les enseignants donc s'intéresser un peu à ce qui se passait dans la société, l'État a prétexté en fait, que les étudiants et les enseignants étaient en train d'outrepasser donc leur prérogative, et donc il s'en est suivi une répression. Or, donc dans la conception des libertés académiques, le droit et la prérogative de l'enseignant ou de l'étudiant de s'intéresser donc disons aux idées qui gouvernent disons la science de manière générale ne s'arrête pas seulement à sa spécialité. C'est-à-dire que l'enseignant a le droit et a la prérogative aujourd'hui de pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans la société, de prendre position ouvertement et d'aider effectivement, selon donc l'éthique professionnelle, à faire avancer des causes qui sont des causes donc, qui regroupent les intérêts de son peuple, de sa nation, etc., etc. Donc les enseignants ne se voient pas dans le rôle de ne parler que de leur spécialité et puis de leur spécialité tout court. Mais ils s'arrogent le droit effectivement de participer à la vie de la société et même de l'influencer. Et je rappelle que le postulat de départ, c'est que les franchises ont eu comme fondement le fait qu'on trouve que c'est seule la pensée rationnelle critique qui peut faire avancer la société. Toute autre direction qui n'est pas prise par celle-là, et en tout cas les sociétés africaines aujourd'hui, sont des sociétés modernes. On a tous le dernier portable, le dernier cri, on a tous les télévisions plasma. Il n'y a pas une autre réalité que celle-là, moi je suis désolé. Et ça, c'est la pensée rationnelle et critique qu'il a. Alors donc, de ce point de vue, il y a eu ces affrontements-là. Et en 88, je voulais souligner deux aspects qui parfois arrivent souvent, c'est que les crises sociales débouchent très souvent aussi entre une conjonction entre lutte estudiantine ou lutte d'enseignants et la lutte politique tout court. En 88, ce qui s'est passé, c'est qu'alors qu'on venait de terminer le scrutin, après une année électorale qui a été très dure entre, d'une part, Diouf, le Parti Socialiste, et Abdoulaye Wade, et avec une certaine partie de l'opposition. Donc, avant même que les résultats ne soient proclamés, on a embastillé donc Abdoulaye Wade, Bathily, Dansokho, etc. Donc la plateforme, notre plateforme à l'époque était de 21 points, est essentiellement pédagogique parce que posant la question de la bibliothèque universitaire, la nécessité de renouveler le fonds documentaire, la question donc du taux d'encadrement qui était extrêmement faible parce qu'on était 22 000 étudiants à l'époque. La question des cités universitaires, on était 22 000 étudiants pour 6 000 lits. La question donc des bourses qui étaient dérisoires à l'époque. Donc cette plateforme typiquement sociale et pédagogique s'est mise brutalement à une plateforme politique à partir du moment où Diouf a embastillé ses opposants et a décrété l'état d'urgence. Et je me rappelle, c'est moi-même avec l'actuel leader politique Talla Sylla qui avons violé ici l'état d'urgence en organisant une assemblée générale au campus. Mais on n'a pas fait long feu parce que 2 jours après, le gouvernement donc, a décidé de la fermeture de l'ensemble des universités et de l'ensemble des écoles sur toute l'étendue du territoire national. Et les étudiants donc sont rentrés dans les villes, dans les quartiers, en reliant donc la lutte populaire pour effectivement les libertés, le rétablissement des libertés civiques et des libertés politiques. Donc cet exemple-là est important et à partir de ce moment, je pense, à partir de cette date, et donc de la répression violente, parce qu'avant que les étudiants ne soient dégagés des cités universitaires, il y a une intervention très violente des GMI dans le campus, qui s'est soldée par comment dirais-je, des fractures. Il y avait un étudiant dont on disait même qu'il était mort parce qu'il a été précipité du 2e étage du pavillon A. Les gens disaient même, il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il était mort. En fait, il n'était pas mort, mais il a eu des séquelles assez graves. Et donc, à partir de cette date-là, la question des franchises, et aussi il faut dire que pendant cette crise de 88, il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont été molestés par donc, les GMI, qui donnent l'impression que quand ils sont au campus, font même preuve d'une animosité exceptionnelle. Et nous, on a toujours soupçonné que c'est l'État en fait qui les prépare à ça. Parce que quand même, bon, quand les étudiants sont en grève, un enseignant qui veut aller à son bureau, je prends l'exemple de Penda, qui descend ici et qui prend le couloir de la mort, c'est le seul accès, ou qui passe par la corniche, mais en le voyant avec sa voiture et tout, bon, avec un certain âge, on sait que c'est pas un étudiant. Donc on ne voit pas pourquoi les policiers s'acharnaient en fait contre les enseignants. Et il y a eu des cas assez donc choquants
où des enseignants ont été pris à partie par les policiers, molestés et puis ensuite tout simplement amenés à la police. Il y a aussi des cas de brimades exceptionnelles où les GMI se sont plu à raser les étudiants avec des testons de bouteilles. Donc ça a été, au-delà même de la question des franchises, une révolte, ça a fait naître une révolte contre tout simplement le piétinement donc, des libertés, des droits humains, quoi. Des droits humains. Et donc ça, je crois que c'est un aspect qui est important. Donc les enseignants vont s'organiser avec les étudiants. Il y a eu une grande complicité d'ailleurs du mouvement syndical enseignant et du mouvement étudiant qui ont fait corps par rapport à la question des franchises universitaires. Et donc il y a eu beaucoup donc, de luttes à ce niveau. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que ma conception est que les franchises, on ne doit pas les percevoir comme une donnée immuable, des droits acquis. Mais qu'à tout instant qu'il faut s'ajuster à la situation, d'abord aux défis qui sont posés à la société de manière générale, parce que les franchises aussi posent en quelque sorte aussi la responsabilité sociale de l'université. Parce qu'à mon avis, ce cocon qui a été aménagé aux enseignants et au savoir, c'est pour que le savoir joue effectivement son rôle. Mais quand on a une majorité d'enseignants, que j'appellerais des enseignants ploucs, qui ne sont pas capables de produire un article scientifique et qui courent derrière des périums, si l'université lui-même s'enlise dans la crétinisation, à mon avis, déjà, il n'y a plus d'exception à faire au monde du savoir. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et le temps, malheureusement, ne nous permettra pas d'aller dans de petits exemples ici, de comportements de collègues, mais franchement, qui sont des comportements, franchement, qui n'honorent pas du tout la profession. Parce qu'à mon avis, quand on se dit universitaire et homme de savoir, il y a des choses, franchement, que l'on doit refuser systématiquement et contre lesquelles on doit absolument engager le combat et en toutes circonstances. Donc aujourd'hui, déjà, il est important que les universitaires, toute la communauté, sachent qu'il va y avoir des défis permanents par rapport à la question des libertés académiques et de l'autonomie universitaire. Dès qu'il y aura crise, et quand la crise prendra certaines dimensions, frontalement, les enseignants et les étudiants y prendront part et donc vont poser, disons, ce cadre que constituent les franchises pour pouvoir évoluer et ce que, évidemment, l'État n'acceptera pas. Ça, c'est un aspect. Je vais rapidement parler d'un autre aspect important, c'est la religion. On a été victime et présent ici quand on a construit la mosquée au niveau de l'université. Il faut rappeler qu'un beau matin, on a vu des gens venir délimiter un terrain, mettre donc des briques, etc., et du sable. Alors on a enquêté auprès du directeur du COUD qui nous a dit que c'était pour la construction d'une mosquée. Alors à l'époque, il faut dire qu'à part des organisations d'étudiants au niveau facultaire, il y avait la commission sociale qui organisait les étudiants au niveau des cités. Alors celle-là a délégué donc ses membres auprès du directeur du COUD pour savoir ce qu'il en était. Il nous a dit que c'était une mesure qui venait d'en haut et qu'il était incapable de dire, d'abord de donner l'autorisation de construction, hein, deuxièmement qui finance la mosquée, et troisièmement qui en est le responsable officiel. Alors, c'est ainsi qu'il s'est mené, tout de suite, une assemblée générale a été organisée le même soir pour informer les étudiants. Il y a eu un débat très très intéressant autour de la mosquée. Et les gens, à la fin, ont conclu que c'était une violation manifeste des libertés universitaires, donc des franchises universitaires, en ce sens que personne ne sait celui qui contrôle la mosquée. Personne ne sait celui qui a financé la mosquée. Et ensuite, la mosquée est un danger potentiel par rapport à la cohésion dans le campus. Mais en plus, les gens ont dit que, égalité pour égalité, il faut que les chrétiens, ok, thank you, il faut que les chrétiens également aient leur lieu de culte. Il faut qu'on permette aux animistes, parce qu'il y en avait, qu'ils puissent avoir le petit coin pour faire leur libation, ainsi de suite, etc. Et on s'est rendu compte, dans la commission d'enquête qui a été instaurée au sein de l'université, qu'il y a eu des accointances gouvernementales, pour ne pas dire ministérielles, autour de la mosquée, et qu'à l'époque, le ministre qui était là, justement pour jouer son avenir politique, tendait ainsi la main aux islamistes, au mouvement islamiste naissant, pour pouvoir donc s'implanter. Et donc voilà effectivement un cas patent. L'autre cas, je termine mes chers Van, s'il vous plaît, c'est un peu la question de la mixité universitaire. Les étudiants, à un moment donné, ont dit clairement qu'ils n'admettaient pas, si l'on postule que nous sommes tous majeurs en tant qu'étudiants et que nous avons potentiellement les mêmes capacités intellectuelles, qu'on puisse parquer les filles à côté et les garçons de l'autre. Et donc il y a eu un mouvement social qui a été né pour dire qu'il faut que les cités soient mixtes. Et là, il faut témoigner
de la prédisposition et surtout de la compréhension ou même de l'acceptation spontanée du recteur de cette revendication, Souleymane Niang, qui a accompagné cette revendication et qui, contre les autorités, a défendu ce principe. Et effectivement, l'année qui a suivi, on a eu effectivement donc la mixité des cités. Je ne sais pas aujourd'hui si ça persiste ou pas. Je voulais finir par 2 mots sur les perspectives. Pour dire que les franchises aujourd'hui revêtent aussi un autre caractère qui est lié même à l'activité de recherche. Parce qu'il y a beaucoup de menaces aujourd'hui en rapport d'abord avec les orientations du marché. Il faut dire que l'OMC, dans une de ses sessions, a discuté du principe de considérer l'éducation comme un segment du marché, ce qui a des implications extraordinaires du point de vue de l'avenir de nos universités. Ça, c'est un premier aspect, mais également sur le contenu de la recherche. Les camarades, les collègues et amis maliens sont là. Il y a la question des OGM au Mali, avec les cotonculteurs. Il y a des laboratoires aujourd'hui qui s'activent, mais nuit et jour, au Brésil d'abord, ils ont eu des problèmes avec Nestlé, qui a essayé de breveter, donc, comment dirais-je, une variété de coco qui a été donc génétiquement mutée. Ensuite, il y a eu les agriculteurs d'Inde avec la Rice Tech. Quand ils ont pris le basmati et qu'ils en ont fait donc une autre variété qu'ils ont brevetée au point de vouloir interdire la vente du basmati par les Indiens, qui ont quand même cultivé et fait évoluer ce riz-là. Donc il y a des problèmes et qui ne sont pas des problèmes qui nous sont extérieurs, qui sont des problèmes réels et qui vont venir de plus en plus en rapport avec l'attitude des collègues, enseignants-chercheurs, mais en rapport avec les grandes orientations de la société. Et je vais demander au professeur qui va suivre de parler également de la diffusion scientifique et technique. Il y a un problème dans ce pays-là. 90%. Le gouvernement, par exemple, a lancé le programme Baonan pour provoquer les pluies. Vous faites une enquête, 90% des Sénégalais n'y croient pas. Ils croient que c'est Dieu qui pleut. Donc il y a un gros quiproquo. Je vous remercie. Thank you, Professor Mboji. I can see the fire of the student unionism still burning. So we go to the third speaker, whom we are told is Professor of Mathematics and using formulae. Usually it's concluded in 2 minutes, but you still have your 7 minutes. Thank you. Merci. Je voudrais évidemment saluer toute l'assistance et remercier le CODESRIA pour cette invitation. Il se trouve malheureusement que je l'ai reçu assez tardivement, puisque on pense qu'Internet n'a pas de problème. On n'a pas pu joindre ma messagerie, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Bon, ça veut dire qu'aussi Internet ne règle pas tous les problèmes. Et je me suis excusé, évidemment, surtout hier, quand même, de dire que, et je crois que c'est à notre honneur, comme nous ne sommes pas des producteurs de textes, je vais certainement présenter quelques idées pour réagir aux thématiques qui sont actuellement à l'étude dans l'Institut et que je m'engage après évidemment à apporter une contribution plus substantielle. D'ailleurs, j'ai insisté auprès de M. Ouedraogo et Cardozo sur le fait que ce thème mérite vraiment de déclencher des études approfondies. C'est vrai qu'il y a beaucoup de données que nous pouvons avancer. Mais je crois que la présentation même faite par M. Cardozo du CODESRIA pose des problèmes redoutables. Parce que si on veut penser à un consensus doit avoir une base très claire, très concrète. Quelque chose qui soit utilisable. Ce n'est pas qu'à un moment historique donné, 2 groupes sont d'accord. Ça n'est pas ça le consensus. Je pense qu'eux, ils le pensent, comme ils disent, pour le développement de l'Afrique. Donc, il faudrait, je pense, poursuivre l'analyse pour que même les jugements de valeur qui sont portés sur les événements que nous avons traversés puissent être aussi sous le feu, au fond, de l'évaluation. Je crois que c'est pourquoi moi je pense que si par exemple on peut, comme l'a fait le collègue Mamadou Mbodj, disons donner une caractérisation de l'attitude du gouvernement, il faut l'étayer. Il faut l'étayer parce qu'il y a eu parfois des négociations. Qu'est-ce qui s'est dit? Sur quoi s'est-on mis d'accord?
quelle en a été la suite? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'il y a eu une application? Mais au-delà, puisque ceux qui négocient sont représentatifs de groupes, bon, pour les étudiants c'est suffisamment restreint, mais pour le gouvernement, ce sont non seulement des partis au gouvernement, ce sont des couches sociales qui en fait sont au centre, qui sont dans les partis qui exercent le pouvoir d'un gouvernement. Aujourd'hui, par exemple, il est manifeste que dans le contexte de conflit, ce n'est plus comme à l'époque seulement le ministre qui prend position. Aujourd'hui, il y a tout un aréopage de cadres politiques liés au régime en place qui occupent la radio nationale, la presse nationale, etc. et qui, souvent d'ailleurs, jettent plus d'huile sur le feu qu'ils ne servent à quelque chose. Donc il faut bien que nous ayons une étude rigoureuse de ces questions si nous voulons non seulement, comme justement nous voulons produire des savoirs scientifiques, dire en tout cas les choses les plus probantes sur ce qu'a été l'expérience, mais en tirer des leçons pour cet objectif qui me semble noble, de dire mais puisque c'est quand même au sein d'une société et qu'il y a des intérêts majeurs, comment, ne serait-ce qu'en tant qu'institut ou pour tel ou tel groupe d'acteurs, proposer des voies d'aller plus loin que simplement de vivre sans en fait comme des gens impuissants des tragédies dans nos pays. Quoique c'est pourquoi donc j'ai dit que j'allais apporter une contribution en essayant en tout cas d'éclairer un certain nombre de choses, mais que je m'inscris moi dans cette perspective et que je ferai évidemment une note qui va un peu résumer les réactions que me procure cette invitation et que je vais essayer d'inscrire dans 5 minutes puisque j'ai déjà consommé quelques-unes. Alors, je crois que lorsqu'on regarde un peu notre histoire, c'est vrai qu'on peut situer des périodes. Il y a eu effectivement cette université que nous appelions d'ailleurs la combienième université française dans le langage étudiant pour dire combien ça ressemblait à l'université de Bordeaux qui assurait un peu notre tutelle. Il y a eu évidemment maintenant une consécration quand même de notre statut de pays indépendant et des textes qui donc à partir de ce moment ont organisé notre université. J'ai retrouvé d'ailleurs les textes que nous recevions directement à l'époque du rectorat de l'université, pratique qui s'est prolongée pendant des années jusque sous la juridiction du recteur Seydou Madani ici présent, où les enseignants individuellement recevaient communication de tout texte législatif, réglementaire intervenant dans l'université. Chaque enseignant. Ce n'est pas seulement parce que les effectifs étaient moindres, c'est parce que c'était la conception de la communication au sein de l'université. Mais nous sommes allés plus tard dans des situations où dans certaines facultés, d'ailleurs, le conseil de faculté en tant que tel ne siégeait pas pendant N mois et qu'il y avait un comité provisoire auquel recourait un doyen. Donc il faut bien voir à quoi sont dus les événements qui se passent. Lorsqu'il y a une dégradation en fait de la gestion de l'université en tant que telle, il faut regarder d'où ça vient. Et c'est pourquoi tout à l'heure Mamadou Mbodji a pris l'année 88, moi je voudrais très brièvement qu'on voit l'année 2006. Près de 50 000 étudiants dans ce campus, c'est-à-dire une petite ville du Sénégal. 50 000 étudiants. On ne peut pas avoir un jour où au moins 10 000 ne déambulent là-dedans. Avec des enseignements dont les premiers cycles
recouvre plus de 3000 étudiants. Donc, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'écrasante majorité des étudiants d'un cours d'assister dans des conditions concevables aux enseignements. D'où évidemment la frustration et la protestation, mais aussi, puisque ces étudiants sont quand même dans le pays, mais leur appréciation des choix qui sont faits, les choix de société, les choix politiques, faits par ceux qui quand même ont autorité sur cela, c'est-à-dire le gouvernement. Alors, donc si apparemment les étudiants sont dans un monde à part et le reste du pays, il n'y a pas ce fossé-là. C'est une entité certes en soi, qui a des facteurs, des supports de sa vie, mais ils se sont des citoyens et des enfants de citoyens. Donc on ne peut pas exclure qu'ils aient leur appréciation, leur évaluation de ce qu'ils considèrent comme les facteurs qui justifient la situation qu'ils vivent. Et c'est peut-être en partant de ça qu'on devra bien comprendre. Et évidemment, ce qui concerne leur activité au sein de la sphère universitaire, université, établissement d'enseignement supérieur, mais aussi le fait qu'ils auront nécessairement une dimension de leur réflexion, de leur position, qui viendra de ce qu'ils considèrent comme étant les orientations qui guident la politique nationale. Et là, je ne vais pas insister beaucoup sur les crises. Je crois que ce que le collègue Mbodj en a dit est très instructif. Moi, j'ai retrouvé quelques documents, malheureusement pas les plus récents, notamment les plateformes des 4 amicales des facultés de cette année 2006, où c'est le problème des locaux d'enseignement, du logement des étudiants et d'autres d'ailleurs possibilités qu'on devrait pouvoir leur trouver, parce qu'il n'y a que 5000 lits qu'assure, je pense jusqu'à présent, ça m'étonnerait que ça ait beaucoup évolué, la demande, n'est-ce pas, assure à la demande des étudiants. Je pense qu'il n'y a pas plus de 5000 lits à l'heure où nous parlons, et où certainement on est allé au-delà de 50 000 étudiants dans le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je ne parle pas de Saint-Louis ni des nouvelles universités qui ont été ouvertes. Mais lorsque vous prenez justement en 88 la coordination des élèves qui soutenaient le mouvement étudiant, la déclaration de la CED à laquelle appartenait Mamadou Mbodj, mais aussi d'autres étudiants, y compris notre feu camarade Ablaye Diouf à l'époque, lorsque vous prenez, c'est toujours d'abord ces questions qui sont au centre des revendications des étudiants. Les locaux, évidemment, concernent les enseignants aussi. Moi, j'ai renoncé à prendre en charge un cours parce que j'étais sûr qu'avec l'instabilité de l'année, mes occupations, j'aurai des cours à remplacer et je ne peux pas les remplacer parce que en dehors du dimanche après-midi où il faudrait convoquer les étudiants, je ne pourrai pas remplacer ces heures. Sinon, toutes les autres heures de tous les jours, y compris le samedi, toute la journée, tous les amphis, quels qu'ils soient, sont occupés. Les étudiants de médecine, les étudiants d'économie, etc., etc. Et surtout, la grande cohorte des étudiants de lettres aujourd'hui, que ce soit au département d'anglais, au département de français, etc. J'ai renoncé. J'ai pris le cours 1 an. L'année suivante, j'ai dit, je préfère prendre des groupes de travaux dirigés parce que je vais m'absenter où il y aura des périodes où les étudiants ne feront pas cours. Je ne pourrai pas faire de rattrapage parce que je ne peux pas maintenant m'engager à aller enseigner tous les dimanches après-midi. Donc ces questions-là, ce ne sont pas simplement des questions à attribuer à l'engagement politique, à des dessous politiques, comme souvent c'est articulé. Et
de ce point de vue, ça pose l'autre problème. C'est quand même la sphère politique et l'université. Il faut en dégager des cadres. L'étudiant, quelles peuvent être les limites acceptables de son activité politique ostensible? Parce qu'il y a des jeunes de partis politiques qui sont des étudiants. On ne peut pas leur dire, dans le campus, votre vision politique n'existe plus, vos engagements politiques n'existent plus, même votre travail politique au sein de votre communauté ne doit pas exister. C'est certainement excessif. Mais ce que l'on peut poursuivre là comme ailleurs, c'est qu'aucune action qui soit contraire aux intérêts de la nation, aux objectifs, aux attentes en matière de développement, à l'assumation de vos responsabilités comme cadres qui doivent se former. D'abord pour former d'autres parce que vous allez être des enseignants, mais pour aussi produire par la recherche des moyens d'apporter des solutions aux problèmes du développement. Ça aussi, évidemment, il faut bien que l'on dise qu'est-ce que leur contexte doit garantir. Ils doivent à la fois mener une vie d'étudiant, les enseignants assumer leur mission d'enseignement et de recherche en respectant des conditions qui font que ce que la nation attend d'eux peut se faire. La responsabilité là, ils doivent l'assumer. Mais en même temps, ils ont le droit d'avoir des options, des engagements politiques ou ne pas en avoir. Ça aussi, il faut qu'on dise comment ça peut se faire et être conciliable avec leur statut d'étudiant ou d'enseignant dans le campus. Donc il y a là une réflexion parce qu'il faut bien que ce soit des accords au moins consensuels, largement partagés dans les pays. Donc ce sont des questions qui doivent être posées. Et ça fera que je crois on acceptera comme toujours qu'il y a bien quand même l'État ne peut pas ne pas exercer quand même sa tutelle, sa gestion de l'espace universitaire. On doit en définir les termes et c'est ça qui va aider à avoir les libertés académiques et des franchises conséquentes. Mais là aussi, effectivement, c'est tout ce qui peut être source de conflit. Par quelle méthode les résoudre? Dans le monde anglo-saxon, vous savez qu'il y a beaucoup de médiation. Ça commence à poindre chez nous. Mais qu'on essaye la médiation, qu'on en discute, qu'on essaye d'en faire un instrument. Mais qu'on ne dise pas chaque fois, les camps sont renvoyés dos à dos, chacun accuse l'autre. On dit oui, tout cela, on dit oui, les étudiants, leurs revendications sont vraiment légitimes, comme en 2006. Mais en dessous, on dit que oui, on sait que c'est l'opposition. Alors, et ce sont les mêmes. Et on va jusqu'à connaître parfois l'identité de ceux qui sont chargés d'informer sur le fait que tel groupe s'est réuni chez les étudiants, un tel il est ceci, alors que parfois on a assisté aussi à des choses qui n'ont fait que envenimer la situation de l'université. On voit des étudiants qu'on entreprend de corrompre. C'est grave. C'est grave, ou d'armer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement nous avons des risques de développement de la violence parce qu'on attise les oppositions politiques, mais on en a parce qu'il y a des réflexes identitaires maintenant. Ce qui fait que le mouvement d'étudiants d'aujourd'hui, nous vraiment, nous le plaignons parce que de notre temps, nous n'avions pas, nous, ces divisions. Au contraire, nous étions panafricanistes. Et moi, j'ai dirigé la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France après Amadi Alidien. Nous étions avec les étudiants camerounais, centrafricains, guinéens, maliens. Nous étions dans toutes les soirées nationales. Nous partageons les conférences et tout. Aujourd'hui, vous avez l'association des étudiants ressortissants de tel village du Sénégal, parce que devant l'impossibilité de résoudre des problèmes, les gens utilisent le recours identitaire, dans lequel même la division religieuse pointe. C'est grave. Donc, nous pensons qu'il faut une étude de fond de ces questions, à la fois de l'expérience vécue, mais aussi des problématiques. Il faut aller au fond.
Sinon, il n'y aura pas de consensus constructif. Or, sans consensus, il n'y aura pas cette démarche proactive que nous pouvons considérer comme plus efficace. Il y a maintenant, c'est vrai, des questions qui vont au-delà. Et je pense effectivement là à la gestion de l'université. Il y a quand même des insuffisances dans la gestion de l'université. Nous avons une université qui campe sur le pouvoir tel que cela a été initié depuis Napoléon. Nous avons évidemment le recteur Seydou Madani ici c'est un spécialiste de droit et il fut ministre de la Justice. Nous avons aussi un éminent magistrat à gauche. Mais la question du pouvoir, la gestion de la société, il faut la remettre en question. Nous avons les textes de l'université avec la loi qui dispose pour l'assemblée d'université, l'assemblée de faculté, les assemblées de département. Mais l'action, il y a deux actions qui me semblent essentielles et sur lesquelles quasiment l'université est impotente. La première, c'est l'évaluation. Aujourd'hui, je crois, personne n'ose plus considérer que quelque part, il peut y avoir un projet, un programme, une initiative sans qu'il y ait un mécanisme d'évaluation. Et que même, en plus d'une évaluation interne qui est souhaitable, il faut au moins une évaluation externe et une évaluation, en fait, ex post. Qu'est-ce qui est fait dans l'université? Nos assemblées, si l'assemblée déjà n'est pas convoquée régulièrement, si son ordre du jour est dominé par les conflits à résoudre, quelle est la prospective qui va sortir de là? Il a parlé tout à l'heure des OGM, tout ça. C'est bien que d'ailleurs nous ayons des spécialistes ou des gens suffisamment vigilants pour en parler. Mais ça devrait sortir aussi du fait qu'un laboratoire de biologie végétale ou de biotechnologie, etc., de notre université ou de l'université d'Ibadan ou de l'université de Jos a cela comme programme. Comment peut-on en arriver là? Si l'assemblée d'université se réunit, on dit oui, ah vous savez pour le budget, vraiment, c'est la même chose que l'année dernière. Puisque j'ai été directeur d'institut, je l'ai vécu. Vous dites que vous avez un changement qui frappe à la porte. Mais vous n'avez aucune latitude pour dire voilà les moyens qu'il faut. Et qu'on dise au moins, bon, on ne peut pas tout donner, mais on peut donner en partie. On vous dit vraiment, bon, c'est comme l'année dernière. Ça veut dire qu'il n'y a pas, en fait, une latitude. On ne fait pas contribuer l'université dans toute la mesure qu'il faut à déterminer quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins et comment. S'il y a eu des moments où ce n'était pas aussi pressant, aujourd'hui, quand il y a comme ça une crise qui dure et une autre, il faut au moins pour cette période-là, il faut changer de comportement vis-à-vis de ça. Donc c'est cette question. La deuxième chose, c'est l'évaluation. Au fond, de quel instrument d'évaluation disposons-nous? Pour l'essentiel, c'est en fait, disons, lorsque les bailleurs considèrent qu'il y a problème. Donc il y a les bureaux d'études, etc. Il y a les rapports, ainsi de suite. Alors que, au fond, de plus en plus à travers le monde, les structures, surtout qui gouvernent, développent la dimension de l'évaluation. Ce sont les rapports qui ne sont pas seulement les rapports qui résultent justement de la coopération, mais parce qu'on a une Assemblée nationale, il y a des cadres qui sont là-bas, il y a des gens qui ont une expérience, et on a des gens qui sont des spécialistes, mettons, à l'Institut d'économie, etc. On leur commande un rapport, mettons, sur la prospective de la réforme, licence, master, doctorat, etc. Ils doivent voir économiquement qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, cette évaluation-là, elle est absente de notre université et de notre système d'enseignement supérieur. Ça ne peut pas continuer. Or, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va droit dans le mur, on va vers les conflits. Les exigences des étudiants,
qu'à la limite on considère comme légitimes, des enseignants idem, mais des mesures qui sont des coups d'épée dans l'eau. Augmenter l'indemnité de logement, est-ce que c'était le plus pertinent pour les enseignants du supérieur? On peut en douter. Mais regardez aujourd'hui que nous sommes dans un monde de mobilité. Il le faut, ça la mobilité, il le faut. Assurer à ces enseignants le moyen d'abord d'aller assister au fora scientifique autant que possible. D'inviter des chercheurs, ne serait-ce que dans l'espace africain, pour venir dans leur département, assurer des enseignements, démarrer de nouveaux axes de recherche. En fait, donner un corps à cette intégration africaine. Ce travail nous attend. Et c'est sûr que si nous le faisons, nous minimiserons les sources de conflits, nous faciliterons la mise en place, même au niveau ad hoc, de cadres de résolution de ces conflits. Mais sinon, nous aurons recours simplement à la politique politicienne. C'est l'opposition, etc. J'espère que nous allons en sortir. Je vous remercie. Thank you so much. I think I was wrong. I thought we were going to get a formula, but we got narration. And I'm sure he's also a professor of literature, not just mathematics. We'll go for a coffee break, then we'll come back. We'll have 1 hour of discussion. We will take reactions. Mr. President, point of order. Monsieur le Président, moi je suis un magistrat. Eux, c'est des professeurs. Nous, on dit 10 minutes, 5 minutes, on juge. Eux, ils expliquent. Donc c'est long. Je propose, au lieu que nous ayons une rupture, que nous continuions, que ceux qui veulent aller boire, ils aillent boire, mais que la discussion, parce que c'est très riche, que nous passions, que nous supprimons le pause café et que nous continuons la discussion, puisque déjà il est midi moins. C'est une proposition que je fais pour que nous continuions le travail, parce que ce qu'ils ont dit est tellement riche que si on interrompt, je crains qu'on oublie vraiment des points assez importants. Voilà ma proposition. Ah, ils sont fatigués. Pause. Pause. Yeah, I think we find a midway. We have 10 minutes. We have 10 minutes break. Yeah, just for you to stretch your leg and be back in 10 minutes. 10 minutes. Your 10 minutes will be half an hour. No. We will start once it is. Sure. Good. We will start once it is. Center of power, which must be conquered or co-opted. And when this does not happen, is seen as a war between the academic zones or centers and the government. And for national development, this divide must be actually breached. They are not enemies. Rather, there is a way they complement one another. But each of them, as has been said by one of the speakers, has its own logic. The logic of politics is expediency. The logic of academia is different. Is skepticism and criticism. And those logic are the same things that are counter to the logic of the political realm. And this is where the problem is. So you need to understand each other's own responsibility. If you have an academy in a country that simply reproduces what the state wanted, the government in power wanted, the regime in power wanted, that is no longer an academic, but an education or public enlightenment wing of the political party. And once you reduce your institution to that, of course, you're no longer going to proceed to civilization. You will regress to barbarism. And I think we need to get this point, that it's not a favor done to academy when it's granted freedom. But having said that, the critical question is freedom to do what? Freedom to do what? And I think this is the context in which the rules formulation and then the monitoring and everything now become impossible. And I think as we do that, we need to recognize that there are 4 components of the academy. We usually say we have primary responsibility, not even to teach. The primary responsibility is to research.
than to teach. That is why there's a difference between universities and other institutions that merely conduct teaching. So the primary responsibility is to research for the advancement of society and the environment of human species. And the second one, of course, the third one, is to publish. And publish in this context it will mean two things. It will mean to publish in the traditional sense of writing and getting them printed and disseminated. But it also means publishing in a vocal sense, in a dialogue of sharing ideas as we are doing. It's part of the responsibility of publishing. So when the state security disrupt conferences, they're actually attacking academic freedom because it's a mode of publishing. We often don't think about that. They said you are instigating, but it's one of the responsibility of publishing. The fourth dimension, which for lack of better capture, we usually community service. And that is at the point where again we become citizens. The first three makes us professionals. The fourth one returns us back to the community in which we live and of course of which we are a part. You must engage in community service. And therefore, these responsibilities are what the university want freedom to do. And it is not a license, because each of these activities have internal norms for conducting them. There are norms for conducting researches, but it's not determined by the political leadership. It is determined by a generation of scholars which have devised rules of validation. So if you lied in your research, there are already mechanisms for exposing that falsehood. And that is not left for the state security agency to determine whether you lied or not. There are already mechanisms for doing it. If you publish, the reason you publish is also to share this idea so that others can indeed critique what you have produced. Again, mechanism for correcting error, falsehood, is also embedded in publishing. When you talk of teaching and sharing, one of the values of university teaching is that you are not a teacher in the real sense of the word. You are a facilitator. At a university level, you are a facilitator, you are not a teacher, because the students may actually have more resources, more, other information you don't have. So you are learning simultaneously as you are sharing. And to that extent, too, error can be corrected. So the university system, the academy already has internal mechanism that constrain this freedom. To now impose additional one from outside usually create additional burden for that. But university students and lecturers or higher institution students are still citizens. Nobody is saying they should have freedom to drive without license outside of campus. Nobody should say they should have license to commit any crime without being prosecuted. But in this area, they should be the one determining what to do, when to do it, and how to do it, and not the political authority. I think these are the critical issues, and I think if political authorities are aware of what the academy is asking for, then they are better able to appreciate that it is in fact a national service rather than sabotaging. Finally, I think political authority forgets the history of academy in Africa. One of the major platforms of decolonization struggle was the academy. And how suddenly do you want to turn them to docile centers? Students were the activists that won us independence. How do we then suddenly want to make them simply people robots who listen to only what we said? I just leave this for us to, as we respond to the information we've been given earlier, we can take all this on board. Again, unfortunately, I'm not going to be a lecturer. I'm not going to be just a facilitator. I'm going to be a teacher and a village headmaster at that. The village headmaster is stronger. Everybody will have the opportunity to speak on the condition that it's going to be 1 minute. If you know you cannot stop at 1 minute, spare all the time and we will discuss outside. Yeah, we will take it around in order to be systematic. It's going to be 1 minute. If we have more time, we will come back for the second minute. But the first round is going to be 1 minute. We will do it round in a way. You're coming this way and then we'll go around the cycle here. Merci, Monsieur le Président.
Une minute, c'est vraiment très peu, mais nous nous conformons à cette directive. Je dois tout souligner que c'est vrai que nous avons entendu tout à l'heure 3 interventions de tonalités différentes. Je ne suis pas surpris que l'intervention de M. le ministre Camara ait été empreinte de discernement et de beaucoup de sagesse. Il a puisé ses arguments dans un passé où les étudiants étaient payés et les professeurs bien payés. Je crois que c'est à partir de 1971 que vraiment les choses ont commencé à empirer avec l'africanisation, où les enseignants ont eu à perdre pratiquement les 2/3 de leur salaire. Mais je dois lire, disons, tout ce qui concerne les libertés académiques à travers 4 étapes. Donc l'étape qu'a décrite Monsieur le ministre, nous passons là-dessus. Et cette étape a été suivie par l'avènement des gouvernements nationaux qui ont été marqués, ou en tout cas qui ont été mus par des réflexes sécuritaires, et qui font qu'ils ont finalement un tout petit peu tordu le cou aux libertés académiques. Il y a aussi un moment fort qui en fait est un révélateur des difficultés que connaissaient les enseignants. C'est la grève du syndicat autonome de l'enseignement supérieur en 89. Je ne reviendrai pas sur ce que Mbodj a déjà dit. J'avoue que moi et bien d'autres, nous avons été molestés du pouvoir de la République jusqu'à la cité de la police ici. Sur l'ingérence économique, puisqu'il y a 3 types d'ingérence qui sont incompatibles avec les libertés académiques. C'est l'ingérence politique, l'ingérence économique et récemment l'ingérence religieuse. Donc sur le plan politique, nous connaissons l'attitude des autorités. Sur le plan économique, le point d'orgue a été atteint avec l'avènement du programme d'amélioration de l'enseignement supérieur en 1994, qui finalement s'est traduit par, disons, des mesures draconiennes allant jusqu'au gel des budgets, gel du recrutement, retour sur la titularisation automatique des assistants. Je parle en tant que syndicaliste. Ça a été pour nous, disons, une période de crise extrêmement grave dont nous vivons encore les conséquences parce que nous ne sommes pas encore sortis des difficultés consistant à titulariser un assistant au bout de 2 ans d'exercice. Mais il y a une étape très importante, c'est l'étape de 2000. Les années 2000 ont correspondu avec l'affaiblissement du mouvement étudiant. Et bon, on dit que c'est le pouvoir qui a un peu affaibli le mouvement étudiant, mais surtout pour nous, l'émergence de ce qu'on appelle les amicales. Je mets de côté l'ingérence politique, puisque le professeur l'a dit tantôt, l'étudiant a le droit d'avoir des opinions politiques. Et d'ailleurs, ça participe aussi du respect des libertés académiques. Mais nous autres enseignants, nous avons énormément de difficultés parce que si nous lisons les libertés académiques, autant tout ce qui est dit pour les respecter constitue peut-être pour certains des avantages, mais ce ne sont pas des avantages, il y a des devoirs. Les devoirs, peut-être Mbodj en a parlé un tout petit peu, mais à l'interne. Nous autres enseignants, nous devons pouvoir faire une recherche de qualité, nous devons essayer de contribuer au développement du pays, ça c'est aussi avéré, et nous avons des responsabilités vis-à-vis de la société. C'est peut-être ce qui a fait dire à Mbodj que nous ne voulons pas d'enseignants ploucs qui ne produisent pas des articles, mais si on remonte plus loin, on saura que ce sont les conditions qui leur sont faites qui ne leur permettent pas de s'épanouir, ils n'ont pas de labo équipé, ils n'ont pas de moyens. Je rappelle, jusqu'aux années 74, 75, je me souviens très bien, le ministre, M. Ousmane Camara était ministre de l'enseignement supérieur, et je ne soulignerai pas un passage me concernant et qu'il avait réglé à l'époque. Il y avait en 74 jusqu'en 98, un assistant touché 98 000 francs CFA, net à percevoir. Je prends mon exemple. Et sur ces 98 000 francs, il fallait payer 30 000 francs de loyer, il fallait payer... Je crois que c'était une situation intenable qui a finalement amené les enseignants à ne plus accepter ce qui n'était plus acceptable et de sortir dans la rue à travers la grève de 89. Mais ce qui, aujourd'hui, nous enseignants, syndicalistes, nous désole, c'est la violence dans les campus. Je rappelle les devoirs des étudiants. Je commencerai par Saint-Louis. Mbodj est témoin, j'ose l'accuser un tout petit peu de ressasser son passé d'ancien dirigeant du mouvement étudiant. Mais en 89, les étudiants ont séquestré des enseignants à Saint-Louis. Et aujourd'hui, l'émergence des amicales qui ont remplacé le mouvement étudiant fort fait qu'il y a des préoccupations tellement
pécuniaires ou financières qui font qu'on oublie même la raison d'être de ces amicales qui n'ont pas un statut juridique qui leur permettent de revendiquer un certain nombre de droits. Chaque fois qu'il y a renouvellement des amicales, c'est vraiment des affrontements avec armes blanches. Nous avons des problèmes. Nous avons des collègues qui refusent aujourd'hui d'organiser le renouvellement des amicales parce que beaucoup ont été gazés, entre guillemets. Ça, c'est inacceptable. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui en termes de difficultés est lié au fait que, malheureusement, nous dépendons encore de l'État en matière de financement. Si l'université tire 80% de ses ressources, disons de la subvention de l'État, nous sommes malheureusement trop dépendants. Il faut peut-être explorer les voies et moyens de nous affranchir de cette tutelle financière au travers du budget qui fait que, compte tenu des effectifs d'aujourd'hui, nous ne pouvons même plus avancer d'un pas. Et l'État est aussi très inspiré, parce qu'à partir du moment où l'État a senti qu'il fallait orienter les bacheliers mais qu'il n'y avait pas les budgets adéquats, il nous a filé la patate chaude consistant à supprimer la commission d'orientation et à laisser les facultés, l'université gérer, ou en tout cas laisser l'accès aux étudiants en fonction de ce qu'elles peuvent gérer. Mais nous avons des difficultés sur ce plan-là, parce que finalement c'est nous-mêmes qui enfreignons les règles, parce qu'au lieu peut-être de prendre le nombre d'étudiants que nous pouvons gérer, il y a ce qu'on appelle ici dans les universités les cas, un enseignant peut orienter 10 étudiants en sus de la liste normale, qui procède du mérite de l'étudiant et qui doit lui permettre d'accéder à la formation, même si, au regard des libertés académiques, chacun a le droit, en pleine égalité, de recevoir une formation académique. Excusez-moi, je vais trop loin, je m'arrête. Merci. Thank you. Just to assist the rapporteur, please mention your name so that the rapporteur can... Oui, je rappelle encore que je suis M. Ndiasse Diop, secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, enseignant de géographie à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop. Merci. Thank you. Your name and your contribution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que je suis Pendambo. J'avoue très sincèrement que je comprends ce que signifie la liberté académique. Enseignante, vivant au niveau du campus universitaire avec tous les problèmes et toutes les pressions que nous subissons au niveau du campus universitaire, femme, enseignante, le monde musulman, dans une société où l'islam est le monopole de certaines familles, je comprends ce que signifie cette liberté académique. Tout récemment, lorsque le New York Times a fait un reportage sur la situation des universités africaines, en résumé, voilà ce qui était dit. L'université de Dakar a donné un président de la République. Ibadan, le premier prix Nobel africain, Makerere, comparé à l'université Harvard, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la dégénérescence, ou bien, si vous voulez, la chute de ces universités africaines? C'est un vrai problème et qui mérite une réflexion. Je demande au Codesria de reprendre tout le débat, toutes les études et de les réactualiser sur la liberté académique. Vous savez, quand on prend l'université de Dakar, moi ce qui me préoccupe le plus, et Mbot l'a soulevé tout à l'heure, c'est la capture de l'espace par des forces qui n'ont rien à voir avec la réflexion critique. Je pense que c'est un véritable problème. Le religieux contrôle jusqu'au contenu des cours et ce qui se dit dans les amphithéâtres. Je donne l'exemple, et ce jour j'ai été très malheureuse de un de mes étudiants en année de licence. Lorsque je faisais un cours sur l'islam où j'évoquais la rationalité dans l'islam avec les Moutazilites, l'étudiant qui était souvent très silencieux
pour la première fois, prend la parole et il me dit, Madame, peut-être je n'ai pas besoin de suivre votre cours parce que tout est dans Cheikh Ahmadou Bamba. Il a tout réglé. Je n'ai pas besoin et j'étais ébahie. Je dis, comment voulez-vous réagir ainsi en année de licence et tous les autres étudiants se sont emparés du débat et moi j'étais malheureuse parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on a fait jusque-là n'avait pas servi à grand-chose. Même si j'ai du mal à lui dire, écoutez, montrez-moi ce que Cheikh Ahmadou Bamba a écrit, parce que si vous allez dans les milieux où on connaît véritablement ce que c'est l'islam, il sera difficile de sortir une œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, malgré tout ce qu'on dit et tout ce qu'on nous montre dans des bibliothèques. Voilà. Il me dit qu'il n'avait pas besoin vraiment de suivre mon cours. Le deuxième problème, c'est que le campus est devenu invivable, impossible de vivre. Je disais tout à l'heure à Ndiassé, moi je veux déménager parce que tout simplement, pendant l'année universitaire, nous n'avons pas la sérénité qu'il faut pour réfléchir et travailler. Pendant les vacances, ce n'est pas possible parce qu'on nous amène les colonies de vacances, tout ce qu'on veut. Et c'est tout le temps des tam-tams, des chants religieux, de la musique, etc. Alors, dans des campus pareils, est-ce qu'on peut espérer un jour sortir une réflexion novatrice capable de remettre en cause le fonctionnement de nos sociétés? Ça, c'est un grand débat. On ne peut pas réfléchir dans des conditions pareilles. Je ne parle pas de tous les autres problèmes. On prend, s'il y a un décès, l'autorité politique va à ce décès pour donner ce qu'on appelle les diakhal, une participation parfois qui avoisine 100 millions, sinon plus. Mais les tableaux sur lesquels nous écrivons, ce sont les mêmes tableaux que lorsque j'étais étudiante. Et quand on y écrit quelque chose, au moment où on utilise des tableaux électroniques, tout ce qu'on veut, c'est devenu illisible pour les étudiants. Personne ne peut le lire. Alors je dis, si on me donnait les 100 millions, moi personnellement, j'aurais changé tous les tableaux des amphithéâtres. Quelles sont les priorités des autorités? Quelles sont les priorités de notre société? Parce qu'un enseignement supérieur est aussi soutenu par une société. Si les Occidentaux s'en sortent, c'est parce que ceux qui ont riches ont mis à la disposition de leurs universités des fondations capables de soutenir cet enseignement supérieur. Or, un débat extrêmement important qui nous renvoie à la responsabilité, c'est qu'on ne peut pas, de mon point de vue, valoriser l'université, l'enseignement, la recherche, si on ne valorise pas le rôle des universités dans notre société. Il faut remettre au cœur de notre système démocratique l'éducation. On ne peut pas avoir des assemblées peuplées d'illettrés, valoriser plus le marabout que l'universitaire dans une société et dire que l'université va servir à quelque chose. C'est un véritable problème, la finalité de l'enseignement supérieur. Le contenu, la responsabilité des enseignants, on en a parlé. Les enseignants aujourd'hui fuient la réalité, ils se replient sur eux-mêmes, ils préfèrent aller s'occuper de ce qui se passe ailleurs plutôt que d'affronter leur véritable société et d'affronter leur véritable, disons, université. Tout le monde cherche des sorties individuelles, mais pas une réflexion collective d'ensemble pour voir dans quelle mesure on pourra s'en sortir. Peut-être je vais terminer simplement par une chose. Internet aussi, il faudra y accorder une certaine importance. Dans la réflexion, les nouvelles technologies. Je ne parle pas des nouvelles technologies comme outils de promotion de la recherche, mais les nouvelles technologies comme instrument qui va à l'encontre des libertés académiques. Il suffit qu'on sorte une idée qui est reprise dans les tchatchs pour se faire insulter, démonter, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme moyen pour intervenir à ce niveau-là et que la liberté académique soit respectée et la réflexion soit quand même valorisée dans nos sociétés? On ne peut pas
répondre à des idées par des insultes, ce n'est pas possible. Dans une certaine presse, c'est pareil. Ce qui fait que aussi beaucoup d'universitaires s'autocensurent et ne réfléchissent plus. Je prends le cas de notre collègue Ousseynou Kane, qui avait fait un texte remarquable sur la République couchée. Mais il a été tellement insulté. Moi, je suis toujours insulté. Mais bon, je continue. Mais lui, il a été tellement insulté qu'il refuse de produire quoi que ce soit pour éclairer la société sur ce qui ne va pas. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. I think it opened up the way for us, especially us, the young researchers now. My own contribution goes in the line that the state, I think, is supposed to create a medium, just a medium, because finally the management of the university lies in the administration of that university. And just like the presenter said, if the administrator or the administration doesn't look at the problems, the way, or the conflicts or the crises, the way they arise, and tackle them, but rather they go behind and look at them, maybe in ethnic ways or the social ways, it doesn't solve the problem. I want to illustrate this with an example from my university, that's the University of Buea in Cameroon. There was a student strike in 2005 from April 27 to May 27. The duration of this strike was not because the state was not willing to solve the problem, but because the university administration was very unwilling to solve the problem. The students' first problem was just to allow the vice chancellor to come and meet the students and talk with them, because most of the problems were problems within the university. But you imagine that the vice chancellor will refuse to meet the students for over a month, and the presidency will set commissions to leave the capital and come to the Southwest province to solve this issue, yet the vice chancellor will refuse to show up to the students. And when an individual, that's the mayor of the municipality, came out to meet these students because the destruction was going out of the university campus and try to solve this problem, the vice chancellor in her own way looked at it as if it was a